Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous allons démarrer ce temps d'information complémentaire. Je laisse à celles et ceux qui le souhaitent le temps de s'asseoir pour nous rejoindre. Merci à tous donc d'être là ce soir. Certains d'entre vous finissent leurs échanges puisque vous l'avez vu, on vous propose ce soir un format un peu mixte, à la fois une réunion un peu formelle d'information pour prendre le temps de partager un minimum d'informations en commun, mais aussi des stands thématiques qui vous permettront aussi, à l'issue de ce temps d'information, de continuer à échanger directement avec les membres de l'équipe projet. Pour vous informer que nous sommes ce soir ensemble dans cette salle, mais également à distance avec un certain nombre de personnes qui nous ont rejoints en visioconférence. Et puis nous avons deux charmantes dames qui nous accompagnent et qui sont en charge de faire la traduction langue des signes à la fois dans la salle et également sur le lien visioconférence. Voilà, donc nous allons peut-être commencer par Monsieur le maire qui nous accueille ce soir à la ruche et on l'en remercie. On lui propose un mot d'accueil. Monsieur Clément. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez? C'est bon? Très bien. Voilà, donc je ne vais pas être très long parce que le programme est assez chargé pour cette soirée, pour cette première soirée. Donc bienvenue à toutes et à tous pour le démarrage de la concertation continue. Après 4 mois de débat public, maintenant on rentre dans une période un petit peu plus longue qui va durer 1 an. Je vous arrête 2 secondes pour que notre visio fonctionne. Voilà, il faut que vous soyez légèrement plus devant. Je vais me mettre là, voilà. Donc, après les 4 mois de débat public, maintenant nous entamons une nouvelle phase qui va durer à peu près 1 an pour aller jusqu'à l'enquête publique de la fin de l'année 2023. Donc, j'espère que les mois qui viennent seront mis à profit pour aller au fond des choses, de manière à ce que le projet puisse être discuté en long, en large, en travers et en profondeur. Et à ce sujet, je voudrais faire une demande à la fois au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde et des services de l'État pour que dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, on puisse avoir le retour d'expérience des incendies de cet été, et en particulier ceux de l'Andiras, où il y a eu une traversée de parcs photovoltaïques. Je ne comprendrais pas que l'on ne puisse pas avoir ce retour d'expérience et les conclusions qu'en ont tirées les personnes qui étaient confrontées à ces incendies extrêmement importants et, comme on a dit, hors normes, donc qui présentent toutes les caractéristiques pour qu'on puisse prendre en compte le risque incendie dans le cadre du projet Oriseo. Et je formule le vœu, que les DFCI qui étaient concernés par cette lutte contre les incendies puissent venir également dans le cadre des travaux qui seront entrepris bientôt dans le cadre des groupes de travail, de pouvoir venir nous apporter leur expérience, leur vécu, de manière à ce que tous ceux qui ont été confrontés à ces grands incendies puissent venir alimenter le débat et argumenter les différentes dispositions qui pourraient être prises dans le cadre du risque incendie. Voilà, je n'en dirai pas plus. Maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Hernandez, je crois. Voilà, et donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et qu'elle soit fructueuse. Merci Monsieur Clément. Oui, celui-là va marcher. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir à Socats pour ce lancement effectivement de la concertation continue du projet Oriseo. Je voudrais tout d'abord réaffirmer l'engagement de toute l'équipe qui est ici et l'ambition des porteurs de projets, Engie, Neoen, la Banque des Territoires, pour poursuivre le développement d'Oriseo. Comme vous le savez, suite au débat public qui a été organisé entre septembre 2021 et janvier 2022, nous avons pris la décision de poursuivre le développement du projet Oriseo. Le débat public a permis de nourrir nos réflexions sur les modalités de cette poursuite. Et le projet tel qu'il est aujourd'hui a évolué par rapport à celui qui vous avait été présenté. Et il intègre de nouveaux engagements avec plus de 30 mesures ou de 30 engagements qui étaient précisés dans le document
que nous avons publié à la fin du mois de mai. Tous les engagements, toutes les mesures et évolutions du projet que nous avons pris proviennent du débat public. Et avec ces mots, je voudrais vous inciter à poursuivre votre participation pendant toute cette phase, parce que c'est de là où viennent les évolutions que nous pouvons apporter au projet. Alors ces éléments vont être détaillés au cours des présentations qui suivront. Le projet a évolué, comme je vous disais. Le contexte, depuis le débat public, a également évolué. Je retiens 3 points. Le premier, en début d'année, peu après la fin du débat public, et ensuite nous avons pu ressentir les effets tout le long. Je parle de la guerre en Ukraine, de tous les effets qu'elle a pu avoir. Un, sur les prix des énergies. Je pense que voilà, on est tous conscients de l'impact direct ou indirect que ça a pu avoir. Mais aussi, sans doute, une prise de conscience plus grande sur l'indépendance énergétique de la France quand on voit ce qui a pu se passer par rapport à la dépendance au gaz russe. Deuxième, alors je ne dirais pas évolution du contexte, mais en tout cas confirmation de ce que l'on sait depuis maintenant assez longtemps, c'est évidemment le changement climatique dont les effets sont de plus en plus perceptibles au quotidien. Pas plus tard que le mois dernier, on a eu le mois d'octobre encore le plus chaud depuis, alors je ne sais pas depuis quand, peut-être depuis toujours en France. Et enfin, le troisième point, peut-être celui qui a le plus touché tout le monde, tous ceux qui sont ici et tous ceux qui travaillons également sur notre projet, ce sont les incendies en Gironde l'été dernier. Un épisode de grande tristesse et qui nous a montré que le risque incendie, qui est bien connu et dont on a parlé, qu'on prend en compte dans les projets tels que le nôtre et dans tous les projets d'énergie renouvelable, peut être une réalité. Et c'est vrai que plus que jamais aujourd'hui, ce risque et l'impact du projet sur l'incendie sont au cœur de nos attentions. Alors, Monsieur le maire, vous en parliez un peu. Le rôle des parcs photovoltaïques dans une telle situation a fait l'objet, et fait encore l'objet de discussions et d'analyses. Beaucoup par les services de l'État, c'est normal. Nous savons quand même que des parcs bien entretenus, et j'insiste sur le bien entretenu, ont pu servir de point d'appui aux services qui luttaient contre l'incendie, et qu'il n'y a pas eu, sur ces parcs toujours bien entretenus, de propagation d'un milieu vers l'autre, forêt vers le parc. C'est évidemment exactement le but des mesures de maîtrise de risque que nous mettons en place. Alors, plus de 30 000 hectares ont brûlé dans la région, défricher 1000 hectares de plus pour faire le projet Oriseo peut paraître excessif. Je voudrais rappeler ici notre engagement pris déjà pendant le débat public à reboiser 2 fois minimum, 2 fois la surface que nous défricherons. Et nous pensons que nous pourrions être un acteur majeur du reboisement de la région. Aujourd'hui, nous démarrons donc une phase de concertation continue sous l'égide de garants nommés par la Commission nationale des débats publics, qui s'adresseront à vous également juste après. Quelles sont nos attentes vis-à-vis de cette concertation continue ? S'il est vrai que le débat public a permis de soulever beaucoup d'enjeux, de questionnements vis-à-vis du projet, il n'a pas permis de rentrer dans les détails de chaque composante et de chaque enjeu du projet. Et c'est tout à fait normal, vu le moment où il intervient par rapport à la vie du projet, et puis parce que le débat était avant tout là pour questionner l'opportunité et les contours du projet. À travers la concertation continue, on souhaite poursuivre le dialogue qu'on a déjà engagé et pouvoir entrer en profondeur dans tous les sujets qui ont pu émerger depuis maintenant un peu plus d'1 an. Pour résumer, on souhaite répondre collectivement à la question « Et si le projet se fait, comment doit-il se faire ?» Nous serons guidés par 3 grands principes. Le premier, c'est d'informer en transparence et en détail sur le projet. Le deuxième, c'est d'associer l'ensemble des publics du territoire, avec une grande diversité, vous allez le voir, dans les modalités proposées.
Et enfin, le troisième, c'est d'approfondir le développement d'Horizeo pour construire le projet qui soit le plus adapté aux attentes du public et des parties prenantes. Et on espère que cette première réunion, avec le format qui a été souligné, est un début en ce sens et que vous avez peut-être plus de facilité à échanger avec nous et à exposer vos problématiques. Alors, comme ça a été dit, cette concertation continue devrait durer environ 1 an. Ce seront des temps d'échange qui seront ouverts à toutes et à tous, comme cette rencontre. Parfois, ils seront plus ciblés. Ils seront organisés à chaque étape clé du projet. Par exemple, lorsque nous aurons des résultats d'études à partager. Nous serons à l'écoute de toutes les sensibilités, comme cela a été le cas jusqu'ici. Je vais terminer juste en vous rappelant que le projet aujourd'hui n'est pas figé. Il a déjà évolué grâce au débat public. Nous avons pu prendre en compte plusieurs recommandations. Déplacement du centre de données, réalisation d'études complémentaires. La phase qui s'ouvre doit nous permettre d'affiner les modalités précises du projet. Et ce que je peux vous garantir, c'est que les attentes qui seront exprimées au cours de cette phase de concertation seront intégrées à nos décisions futures, au même titre, évidemment, que des considérations économiques, environnementales ou techniques. Merci beaucoup Bruno Hernandez. On va vous inviter, messieurs, dames, à vous installer. On reviendra vers vous dans quelques instants. Donc, ça a été dit, c'est une concertation continue qui s'inscrit dans la suite du débat public et sous l'égide de la Commission nationale du débat public qui organisait le débat public et qui continue d'accompagner le projet aujourd'hui. Chantal Joanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public, était présente au lancement du débat public. Elle a souhaité également partager un témoignage avec nous aujourd'hui. Elle ne peut pas être présente, mais elle souhaitait être présente au moins par la voix. Donc, on a permis un enregistrement de son témoignage. Alors, juste pour vous dire que les internautes ont une petite longueur d'avance sur nous, c'est qu'ils ont le visage et la voix, et nous aurons la voix de Chantal Joanneau qui voulait aussi apporter quelques éléments d'introduction à cette concertation continue qui s'ouvre. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence à cette réunion qui est vraiment extrêmement importante parce que c'est une nouvelle étape dans la participation du public sur ce projet qu'on appelle communément le projet Horizeo. C'est une nouvelle étape. Vous vous souvenez que la première étape avait été celle du débat public qui a eu lieu de septembre 2021 à janvier 2022, qui était présidé par Jacques Archimbaud et dont l'objectif était vraiment non seulement de vous informer, mais de débattre de l'opportunité du projet, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire ce projet. À l'issue de ce débat, les maîtres d'ouvrage ont décidé de poursuivre ce projet, de le modifier pour tenir compte des enseignements du débat public. Et donc là, c'est vraiment une nouvelle phase qui s'est ouverte en réalité depuis juillet dernier, depuis juillet 2022, date à laquelle la CNDP, la Commission nationale du débat public, a nommé 2 garants, Aurélie Dalias de Domingo et Philippe Bertrand, pour continuer à garantir cette phase d'information et de participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. Et c'est important parce qu'en juillet 2022, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avons émis un avis qui demandait justement qu'il y ait une réunion organisée à l'automne pour que les maîtres d'ouvrage puissent présenter directement au public les enseignements qu'ils ont tirés du débat public, ce qu'ils vont faire demain, est-ce qu'ils ont modifié leur projet, comment est-ce qu'ils vont répondre aux différentes questions, aux différentes observations qui ont conclu le débat public. Et donc, c'est exactement cette réunion qui se tient ce soir. Donc, mon message principal, si vous ne deviez en retenir qu'un, c'est que la participation du public, ça n'est pas fini. Ça ne se termine pas avec le débat public. Ça se poursuit jusqu'à l'enquête publique qui sera encore une nouvelle phase de participation du public. Et c'est vraiment l'occasion de continuer à poser vos questions, à émettre des observations, à faire bouger le projet s'il faut faire bouger le projet. En tout cas, important, la participation ne s'est pas arrêtée à la fin du débat public. Donc, continuez à activement contribuer à ce débat. Merci encore et j'espère vraiment que ce sera une belle réunion.
Voilà, on remercie Chantal Joanneau d'avoir pris le temps de nous apporter son témoignage pour introduire cette concertation continue. Elle l'a dit, c'est une concertation continue qui est accompagnée par 2 garants qui ont été nommés en juillet dernier et qui donc vont accompagner le projet dans toute cette nouvelle étape. Donc, je vais les appeler à me rejoindre pour qu'eux aussi puissent vous expliquer quelle est la mission, le rôle qui leur a été confié par la Commission nationale du débat public, donc Aurélie Dalias de Domingo et Philippe Bertrand. Je vais vous céder ma place et mon micro pour que vous puissiez nous présenter cela. Merci, bonsoir à tous. Dans le prolongement de ce que vient de dire Chantal Joanneau, je vais vous présenter brièvement un document qui va vous montrer comment se situe l'information du public et la concertation avec le public dans le cadre des grands projets ayant une incidence importante sur l'environnement, ce qui est évidemment le cas du projet Horizeo. Donc, vous avez vécu il y a 1 an la période de débat public, donc qui dure 4 mois, débat organisé par une commission particulière de débat public dont nous faisions partie l'un et l'autre, nommée par la Commission nationale. Donc, cette phase de débat public a lieu toujours à un stade très en amont du projet, c'est-à-dire à un stade où le projet est loin d'être figé, justement pour pouvoir le faire évoluer éventuellement de façon importante. Jusqu'à il y a 4 ans, à l'issue de ce débat public, il ne se passait rien de visible pour le public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique qui intervient plusieurs mois, voire plusieurs années après le débat public, une fois que là, le projet est complètement ficelé et qu'on ne peut plus revenir, on ne peut plus le modifier, si ce n'est à la marge, mais une fois que toutes les études sont faites, ce qui n'est pas du tout le cas, vous avez pu le constater. D'ailleurs, c'était quelquefois une critique qui était portée l'année dernière au moment du débat public. Depuis une modification de la loi intervenue il y a 4 ans, pour éviter ce vide entre la fin du débat public et le début de l'enquête publique, il est prévu maintenant une nouvelle phase dite de concertation continue, pendant laquelle les maîtres d'ouvrage doivent continuer à informer le public sur l'évolution du projet, à continuer une concertation. Et cette phase a lieu sous la supervision, sous l'égide d'un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public. Et donc, nous sommes ces 2 garants. Quel est notre rôle? Le rôle des garants, il peut s'exprimer par 4 verbes: prescrire, conseiller, servir de recours et rendre compte. Prescrire et conseiller les maîtres d'ouvrage dans l'organisation de cette phase de concertation continue qui est sous leur responsabilité. Autant le débat public était sous la responsabilité de la Commission, la phase de la concertation continue, les procédures de la concertation continue sont définies par les maîtres d'ouvrage, mais les garants ont pour rôle de leur faire des préconisations, de les conseiller dans cette phase. Servir de recours également, alors là ça s'adresse à vous, à tout le public qui peut considérer que les maîtres d'ouvrage n'informent pas assez, donnent une information qui n'est pas de bonne qualité, ne font pas assez pour la concertation. Donc nous sommes là pour vous servir de recours et je terminerai en vous présentant un slide où vous aurez nos coordonnées pour nous saisir. Et enfin, dernière fonction des garants, c'est rendre compte de cette phase de concertation. À l'issue de cette phase, nous établirons un rapport. Ce rapport sera rendu public et il sera joint au dossier d'enquête publique. Donc voilà. Et pour toute cette phase, nous avons une boussole, une triple boussole, je dirais, pour nous servir de guide. C'est les recommandations qui ont été faites il y a 1 an par la Commission particulière du débat public. C'est deuxièmement les engagements que les maîtres d'ouvrage ont pris
à la suite de notre rapport, enfin du rapport de la commission particulière. Et enfin, c'est l'avis que la Commission nationale du débat public a donné au mois de juillet sur les réponses des maîtres d'ouvrage. Donc c'est ça qui va guider notre action pendant cette période dont on a dit qu'elle devait avoir duré à peu près 1 an. Ça peut être un peu plus, on n'en sait rien, ça va dépendre de la durée des études. Donc pendant tout ce temps-là, voilà comment nous allons travailler. Et donc pendant tout ce temps-là, nous sommes à votre disposition alors nous assisterons à la plupart des réunions qui seront organisées ici, mais vous pouvez nous joindre par courriel à garant.concertation.horizeo@garant-cndp.fr. Donc n'hésitez pas. De toute façon, vous retrouverez cette adresse sur le site du projet. Il y a dans le site du projet Horizeo, géré par les maîtres d'ouvrage, une partie qui est consacrée à la concertation. Et donc, vous retrouverez un certain nombre d'éléments concernant les garants et la façon de les joindre sur cette partie du site. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux pour ce mot introductif. Nous en finissons là avec les discours introductifs. On va pouvoir rentrer dans le temps de présentation. Avant cela, tout de même, on va présenter les dernières personnes qui sont en tribune et qui vont pouvoir intervenir également. Donc Mathieu Legrel, qui est à côté de Bruno Hernandez, qui est directeur du développement Horizeo pour Engie. Nous avons également Maud Arribé, qui est la responsable concertation pour le projet Horizeo, et Lionel Debril pour Neoen, responsable de projet. Voilà nos 3 intervenants qui vont faire cet exercice en un temps limité parce que je leur en ai assigné un pour que cette soirée puisse se poursuivre comme convenu, de nous faire un état des lieux du projet et de ses évolutions. Vous l'avez compris, depuis le débat public, il y a eu des évolutions, donc tout l'enjeu est de vous les présenter pour que l'on sache à partir de quoi cette concertation continue s'ouvre. Également questionner la maîtrise d'ouvrage sur la concertation, comment concrètement s'informer et concerter. Ça, c'est important pour tous. Dès demain, comment je peux, et dès ce soir d'ailleurs, mais aussi dès demain, comment je peux concrètement concerter. Et enfin, nous en terminerons avec un premier temps d'échange. On prendra un moment quand même pour prendre quelques questions. Même si je vous l'ai dit, l'objectif, c'est que vous puissiez aller poser vos questions directement aux membres de l'équipe projet au travers des stands qui reprendront pour une deuxième phase après ce temps d'échange vers 20h à peu près. Voilà pour les réjouissances de ce soir. On peut donc commencer par la première étape sur l'état des lieux du projet et de ses évolutions. Donc Mathieu, on l'a compris, le débat public a été riche, a apporté beaucoup de contributions pour les maîtres d'ouvrage. Quelques éclaircissements sur comment vous vous en êtes imprégné de ce débat public. Merci Diane. Effectivement, ça a été rappelé, donc, le projet Horizeo et son opportunité ont été largement interrogés pendant les 4 mois du débat public, avec certainement plusieurs centaines d'heures d'échanges, de réflexions, de débats. C'est pas moins de 4200 personnes et structures qui ont participé et se sont exprimées au travers de plusieurs réunions publiques sur le territoire. Il y avait 6 réunions publiques organisées sur le territoire, 22 points de rencontre et de proximité sur la commune de Socats également, de nombreuses visites de terrain, un panel national de citoyens qui était composé de 16 citoyens, mais aussi de nombreux ateliers thématiques qui ont été abordés ici sur Bordeaux et sur Socats. L'ensemble des expressions, tant en quantité qu'en diversité, ont été recensées dans le bilan de la CPDP, et l'ensemble de ces contributions ont été considérées par la maîtrise d'ouvrage pour rendre sa décision de poursuivre le développement d'Horizeo, moyennant des évolutions. Elles seront présentées tout à l'heure. Depuis la fin du débat, ça a été dit aussi, c'était il y a un peu moins d'1 an, le contexte a beaucoup évolué. Avec la guerre, on mesure aujourd'hui le besoin d'indépendance et de souveraineté nationale en matière de production énergétique. L'évolution du climat nous indique l'urgence à agir et à décarboner nos usages. Horizeo, je rappelle, c'est à peu près 15% des objectifs de la région en matière de production électrique renouvelable d'ici à 2030. Si l'opportunité et l'ambition d'Horizeo sont en cohérence avec l'enjeu climatique qui est devant nous, nous considérons que ce projet unique doit être partagé de manière responsable et concertée
et qu'il doit trouver son équilibre dans son territoire. Je vais passer la parole à Lionel. Effectivement, Lionel, le projet a évolué, donc essayons de comprendre entre le projet initial et celui qui est soumis à la concertation, quelles ont été ces évolutions. Oui, merci. Alors donc déjà pour reprendre par rapport au projet initialement présenté l'année dernière lors du débat public, donc on a confirmé le choix du site du projet avec d'abord l'aire d'étude de 2000 hectares hein, donc, que vous voyez ici, qui est divisé en deux espaces clôturés dédiés chacune à une chasse, hein, la chasse du Murat à l'ouest et la chasse du faisan doré à l'est, et qui est dédié à la production sylvicole. Donc on a quasiment exclusivement du pain maritime, on ne l'a pas en un seul bloc, hein, c'est une multitude de parcelles d'âges différents, hein, c'est une mosaïque à l'intérieur du site, et qui ont vocation, via son plan simple de gestion, à être récoltées tous les 28 ans. Voilà. Pourquoi le choix du site Eh bien, elle réunit beaucoup de conditions favorables justement pour avoir un projet structurant. Donc, le premier, c'est le poste électrique de RTE qui est situé à moins de 4 km à vol d'oiseau du site. On le voit indiqué à la petite pastille ici. Et qui présente une capacité d'injection, d'accueil de plus d'1 gigawatt, hein, donc, qui est même supérieur au projet qui a été présenté lors du débat. Ensuite, on a également d'autres conditions qui sont favorables. Hein, on le voit également avec les différentes départementales qui permettent un accès facilité au site. Mais on parlait tout à l'heure aussi de la gestion du risque. C'est aussi tout un maillage de pistes forestières qui sont présentes à l'intérieur même du site. On a également la proximité de l'aire métropolitaine bordelaise. On est à 30 km environ de Bordeaux, donc qui est aussi un gros site de consommation pour le coup. Et enfin, on a par rapport à l'activité d'hydrogène la présence d'une canalisation de gaz qui traverse le site et qui permettrait, si la réglementation évolue dans ce sens, bien de même envisager une injection d'hydrogène qui serait produit dans le cadre du projet directement dans cette canalisation. Donc aujourd'hui, le projet Oriseo, il aurait vocation à occuper la moitié de cette aire d'étude. Donc l'aire d'étude, 2000 hectares, le projet Oriseo s'implanterait dans la moitié. Concernant... Pardon, vas-y, merci. Donc, concernant le projet qui vous avait été présenté, il avait 5 composantes, hein, donc, avec la première, le parc photovoltaïque de puissance d'injection d'1 gigawatt. Ensuite, on a les batteries de stockage d'une puissance de 40 MW, une activité d'agri-énergie qui combinerait production électrique avec production agricole pour 10 à 25 hectares. Et enfin, 2 autres activités que sont l'électrolyseur pour produire de l'hydrogène renouvelable et un centre de données qui permettait de répondre aux besoins croissants numériques, hein, notamment le stockage sur les clouds. Donc ces 2 dernières activités, l'innovation qui avait été proposée, c'était une alimentation à 100% en énergie renouvelable, dont une partie produite sur site. Donc vraiment la volonté du projet, l'ambition du projet, c'était à la fois de répondre à un besoin en énergie renouvelable, mais également de favoriser les synergies entre les activités pour rapprocher à la fois production, stockage et consommation d'énergie. Ensuite, donc le projet, à la suite du débat public, hein, il a connu des évolutions, mais on a souhaité quand même conserver l'ambition à la fois d'avoir une production énergétique majeure, étant donné qu'on a vu avec le contexte actuel le besoin d'avoir une souveraineté énergétique qui s'est accrue, et également toujours de favoriser des synergies avec d'autres activités. Donc, on a tout d'abord le parc photovoltaïque, hein, dont nous avons conservé le souhait d'avoir une puissance d'1 gigawatt injectée, hein, si bien sûr les études environnementales qui sont toujours en cours, on pourra en discuter plus longuement plus tard, et également la gestion des risques, comme ça a été rappelé, si ces 2 éléments le permettent. Ensuite, on va avoir l'activité des batteries de stockage qui reste à cette même dimension pour toujours couvrir les besoins de stabilisation de fréquence du réseau. L'activité d'agri-énergie sur toujours cette même surface de 10 à 25 hectares. On a
vu une certaine appétence pendant le débat pour justement essayer de favoriser les coactivités avec l'agriculture. Donc c'est quelque chose que l'on va creuser également dans le cadre de cette concertation. Donc ce ne sera pas forcément l'agri-énergie comme celle qui a été présentée de type, par exemple, ce qu'on voit sur l'image, des structures hautes pour du milieu viticole ou arboricole ou d'autres activités maraîchères. Ça peut être néanmoins des activités de type élevage ou toute autre activité qui viendra également dans le cadre de la concertation comme idée. On est totalement ouvert. Et enfin, concernant l'électrolyseur, on a ici la même puissance de 10 MW avec la volonté toujours d'avoir cette alimentation en 100% renouvelable, dont une partie toujours produite directement par le parc. Concernant le modèle également économique du projet, notamment du projet photovoltaïque, on a gardé également ce modèle qui avait été présenté, un modèle de gré à gré avec des entreprises, puisqu'il a le double avantage, d'une part, pour le citoyen de ne pas avoir d'impact financier, puisqu'il est sans subvention, mais il a également l'autre avantage, on l'a vu d'autant plus cette année, avec l'augmentation des coûts de l'énergie, c'est pour les entreprises qui achètent cette énergie, c'est d'avoir une visibilité sur le long terme dans leurs approvisionnements énergétiques. Voilà, donc pour discuter de ces différentes activités, bien sûr, je vous invite à la fin de cette réunion à nous rejoindre sur les stands pour répondre au maximum de questions. Merci beaucoup Lionel. Donc ce projet, avec ses évolutions, fait suite au débat public sur lequel les maîtres d'ouvrage, en plus de décider de poursuivre ce projet, ont également pris un certain nombre d'engagements. C'est sur ces engagements qu'on va revenir, Mathieu, si vous pouvez nous en dire quelques mots. Oui. Alors nous avons pleinement conscience de la responsabilité que nous portons avec un projet d'une telle envergure. Et nous souhaitons aujourd'hui réitérer les engagements que nous avons pris, qui sont sur les 5 axes prioritaires que vous avez sous les yeux. Tout d'abord, c'est limiter les impacts sur l'environnement. Cela a toujours été le cas, mais on le réitère aujourd'hui. La séquence éviter, réduire, compenser et accompagner sera appliquée strictement, avec notamment l'évitement des zones à enjeux forts, et cela pour chacune des activités. Nos retours d'expérience aussi en matière d'exploitation de parcs solaires en milieu forestier seront mis à profit pour concevoir le projet Oriseo. Le débat a soulevé des souhaits d'améliorer les connaissances, d'approfondir certaines études, et c'est ce que nous avons fait d'ailleurs au sortir du débat public, avec des inventaires supplémentaires qui ont été réalisés sur la faune, et en particulier sur les orthoptères, qui sont les insectes et les sauterelles. Donc voilà, on a approfondi au sortir du débat certains compartiments de la faune et de la flore pour servir le débat et alimenter les prochaines réflexions sur la concertation à venir. Sur le reboisement, notre engagement, il a été répété par Bruno tout à l'heure, c'est bien de replanter le double de la surface qui serait autorisée au défrichement. Pardon ? Messieurs, dames, on va prendre un temps de questions-réponses, on pourra vous apporter des réponses. Pour ce faire, ou on ne le sait pas encore, mais pour ce faire, on va mettre en place un appel à manifestation d'intérêt qui va avoir pour but d'identifier des parcelles à reboiser au plus proche de la zone qui serait défrichée, et dans une double intention qui a été aussi soulevée dans le cadre du débat, qui serait d'identifier des parcelles qui sont aujourd'hui non sylvicoles pour les destiner à une production forestière. Donc aujourd'hui, on n'a pas ces parcelles, mais on va y travailler avec la production d'un appel à manifestation d'intérêt qui sera destiné, ouvert au grand public, aux propriétaires forestiers. Sur la gestion des risques, troisième point de la slide, en lien avec la taille du projet, bien évidemment, nous nous engageons sur l'exemplarité d'une gestion des risques, et notamment sur les risques qui ont été soulevés, incendies et inondations, où nous mettrons en œuvre des mesures adaptées et renforcées sur le projet Oriseo. Ce travail sera fait de manière concertée avec les collectivités qui l'ont d'ailleurs exprimé dans le cadre du débat, ainsi qu'avec les riverains, je ne les oublie pas. À cet effet, des forages supplémentaires ont été réalisés aussi à proximité de Socats et de la zone du projet, du bassin versant, pour pouvoir étudier le battement de nappe. Et les premiers résultats seront disponibles à la fin de l'hiver et seront partagés aussi dans le cadre de la concertation continue.
Sur l'effet du microclimat, ce point est également sorti du débat public. Nous avons d'ores et déjà, dès le printemps, lancé 2 études, avec notamment des mesures in situ. Deux études avec l'INRAE et avec Météo France, qui permettront donc d'évaluer les impacts potentiels du projet sur le microclimat et vérifier s'il y a effectivement un dôme de chaleur, des îlots de chaleur sur un parc solaire, et ce sera comparé avec un milieu forestier. Ces études vont approfondir les connaissances de tout un chacun, notamment de la communauté scientifique. Ces résultats permettront d'adapter en conséquence le choix technologique d'aménagement du projet Oriseo. Le débat a aussi exprimé le souhait d'ancrer le projet sur son territoire et d'en augmenter les retombées directes. Augmenter les retombées directes, c'est associer le tissu économique local dans les phases de construction et d'exploitation. C'est soutenir toute initiative de structuration de filières, qu'elles soient régionales ou nationales, et nous y travaillons. Oriseo est dans la lumière pour essayer de faire un tremplin sur la filière photovoltaïque en région Nouvelle-Aquitaine. Mais c'est aussi favoriser les retombées directes au travers de la proposition de financement participatif, d'offres d'électricité verte et compétitive à destination des entreprises de la région, des riverains. C'est aussi étudier des opportunités comme celles qui ont germé dans le cadre du débat public et qui pourront ressortir dans le cadre de la concertation continue à venir avec les riverains. Il y a eu des idées qui sont sorties du débat. Un écolieu, par exemple. Et enfin, dans la continuité du débat public, et je vais laisser la parole à Maud pour vous présenter la démarche, mais la démarche de notre engagement en matière de participation du public sur toute la vie du projet. Merci Mathieu. Transition toute faite. Maud, comment on s'informe? Merci. Donc je ne vais pas représenter ce qui a déjà été présenté par les garants, mais aujourd'hui, la phase de concertation continue qui s'ouvre, elle s'inscrit dans un contexte temporel. Et il y a déjà eu le débat public l'année dernière, auquel peut-être certains et certaines d'entre vous ont déjà participé, qui a permis déjà de questionner le projet dans ses modalités et dans son opportunité. L'étape qui s'ouvre aujourd'hui, elle va permettre, sur une durée d'à peu près 1 an, d'aller vraiment dans le détail et d'approfondir avec l'ensemble des parties prenantes, que vous soyez usagers, habitants, associatifs, élus, le développement du projet dans la continuité des enjeux et des interrogations qui ont émergé au cours du débat public. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle d'ailleurs concertation continue. Elle est encadrée par le Code de l'environnement et également par 2 garants qui ont été désignés par la Commission nationale du débat public. Donc aujourd'hui, vraiment pour cette phase de concertation continue, on est encore dans le temps de la contribution. Le projet n'est pas figé, il y a encore des éléments à discuter, à amender, peut-être à ajouter ou à re-questionner vis-à-vis du projet. Il y a encore du cheminement, ce n'est pas la première fois que vous participez, que vous contribuez au projet, et ça ne sera pas la dernière, puisque la phase de concertation continue sera suivie de l'enquête publique sur le projet. Cette concertation, elle a plusieurs objectifs. Tout d'abord, le dispositif qu'on va vous proposer aujourd'hui doit garantir les meilleures conditions pour la participation du plus grand nombre, à la fois en termes quantitatifs, mais en termes de diversité des regards. Elle a également pour objectif d'informer et de répondre aux interrogations, à la fois sur l'état d'avancement du projet, ses objectifs, ses effets sur l'environnement également. Elle doit permettre d'enrichir le projet en intégrant au mieux les besoins et les attentes que vous exprimerez au cours de cette phase. Et enfin, de nous éclairer, maître d'ouvrage, sur les modalités de développement du projet. Alors, le dispositif qu'on va vous présenter par la suite, il a été construit sur la base de quatre principes ou paramètres fondateurs. Le premier, qui est vraiment le socle du dispositif, c'est le calendrier du projet et ses différentes étapes. C'est celui qui va donner du sens. Par exemple, on va organiser des rencontres à des moments clés du projet, quand on aura des rendus d'études ou d'autres éléments à partager.
On a également tenu compte des attentes qui ont été exprimées par le territoire, par les parties prenantes. On est aujourd'hui riche du débat public, de tout ce qu'on a pu y entendre, des thématiques et des enjeux qui ont été soulevés. On est riche également des retours qu'on peut avoir des parties prenantes sur le terrain. Par exemple, certaines parties prenantes nous ont demandé d'aller un peu plus dans le détail, dans la technique sur le projet, d'avoir des éléments d'expertise. On en a tenu compte. Il y a certains formats qui seront proposés en ce sens. Un autre paramètre, qui est un paramètre presque de base pour une concertation, c'est l'information et la contribution du plus grand nombre. Donc on mettra à disposition des outils et des formats adaptés pour répondre à cette exigence. Et enfin, le dernier paramètre dont on a tenu compte, ce sont nos propres engagements, ceux qu'on a pu prendre tout au long du débat, puis dans notre décision. Nous devons vous apporter des garanties sur leur bonne réalisation et cela transparaîtra dans le dispositif. Donc, le fait d'associer tous ces éléments nous a permis de constituer le dispositif de concertation qui démarre aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs modalités pour s'informer et pour contribuer. Pour s'informer, on a réalisé un certain nombre de documents qui sont tous disponibles aujourd'hui dans la salle, et puis pour ceux qui nous suivent en visio, qui sont disponibles sur le site internet du projet, qui est rappelé sur la diapo qui s'affiche. On a également des documents d'information qui vont vous permettre de mettre à jour un peu l'information sur le projet. C'est notamment le cas de la lettre d'information à laquelle je vous invite à vous inscrire, puisqu'elle est envoyée tous les 2-3 mois environ, et elle permet à la fois de donner de l'information sur les dates des rencontres de concertation, mais aussi sur les actualités du projet, sur l'avancement du projet. On a également un espace qui est disponible en permanence, qui est le site internet, sur lequel vous pouvez retrouver un certain nombre d'informations, mais aussi nous contacter en direct ou déposer une contribution. Pour s'informer et pour contribuer, on a également les rencontres publiques. Donc il y a à la fois des moments pour se rencontrer tous ensemble, des moments clés. Alors, on va vous donner la parole. Je propose de terminer ma présentation et ne vous inquiétez pas, je ne serai pas longue. Les personnes qui sont en visioconférence aussi apprécieront d'avoir un petit peu de détails sur ce dispositif. Il nous reste juste quelques minutes et on revient vers vous sans faute. Je vous remercie. Donc des moments pour se rencontrer tous ensemble, à la fois des rencontres publiques comme ce soir, des moments d'échange un peu plus concrets, donc par exemple des visites de sites ou des permanences sur des lieux de passage du territoire. On aura également des rencontres un peu plus ciblées en fonction de votre sensibilité ou de vos expertises thématiques, donc des ateliers citoyens qui seront organisés pour creuser des sujets d'intérêt, des sujets du quotidien, par exemple l'insertion paysagère du projet, son implantation, mais d'autres thématiques qui pourront être abordées. Un comité de suivi qui est à destination des parties prenantes du territoire, qui sont représentatifs du territoire ou qui disposent d'une expertise en lien avec le projet et qui vont par exemple se pencher sur les études environnementales qui sont réalisées sur le projet. Vous avez toutes ces modalités qui sont effectivement rappelées à l'écran, comme on vient de me l'indiquer, mais également dans le guide de la concertation qui est donc disponible en version papier ici dans la salle et sur le site internet. Et enfin, vous avez différentes manières de contribuer, à la fois en numérique et en papier, qui s'affichent à l'écran, donc je ne vais pas les rappeler. Mais donc, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Je vous remercie. Merci beaucoup Maud. On va donc pouvoir s'arrêter là sur la partie présentation et puis on le voit bien et c'est bien normal d'ailleurs, on est là pour échanger. Vous aviez raison madame, donc on va pouvoir passer au temps d'échange avec la salle. Je vous propose de vous servir d'intermédiaire pour vous faire passer le micro auprès des intervenants. Je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir vous lever et de vous présenter pour qu'on puisse... bien se voir et bien s'entendre. Mon collègue et ma collègue qui ne sont pas loin vont venir vous passer le micro quand je leur désignerai. Je rappelle s'il le fallait, mais je pense qu'on l'a tous en tête, nous sommes dans le cadre d'un échange respectueux et constructif.
Donc nous aurons chacun autant que possible dans les 30 minutes qui nous restent, on s'était engagé sur 30 minutes d'échange avant de repartir sur les stands, bien sûr. Donc à prendre autant de questions que possible. Nous avons également un chat qui est ouvert sur la version visioconférence. Donc si nous avons des questions qui nous parviennent, on les prendra également. J'en termine là. Donc celles et ceux qui souhaitent poser une question, je vous invite à vous manifester et puis on va venir à votre rencontre. Monsieur, ma collègue arrive juste derrière vous, c'est l'affaire de quelques secondes. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, j'aurais une question. Vous avez parlé du réchauffement climatique. Il faudra m'expliquer comment on peut lutter contre le réchauffement climatique en coupant 1000 hectares de terrain, d'arbres, enfin de forêts, sur Socat, ce qui représente quand même 15% de la surface forestière. Alors même si vous replantez des arbres ailleurs, pour Socat lui-même, c'est 15% en moins. D'autre part, on a oublié de parler aussi vous parler d'écologie toujours. La dernière fois, on avait parlé d'un problème sur la fabrication des panneaux voltaïques qui sont faits dans des pays où c'est quasiment l'esclavage. Donc on n'en a toujours pas parlé. Vous parlez aussi de l'électricité verte en disant que ça va être un atout pour les entreprises. Moi, enfin, je crains aussi que ça devienne une zone industrielle à l'endroit où vous allez construire. Là, vous dites qu'il y a 2000 hectares qui sont prévus. Pour l'instant, il n'y en a que 1000. Qu'est-ce qui nous garantit que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on dira « Ah ben, vous voyez, ça marche bien, on peut continuer ». Moi, ce que je crains, c'est que ça devienne vraiment une grande zone industrielle, cette chose. Et puis alors là, c'est un peu un reproche aussi, mais l'endroit où vous allez faire ceci, c'était en 1949 l'endroit où l'incendie a commencé de partir. Et quand je vois que on va fêter, enfin, on va honorer les gens qui sont morts pour avoir défendu cette forêt en 1949, et que le lendemain, on se glorifie de couper les 1000 hectares sur le même endroit, bah, ça me fait un peu mal au cœur. Et d'autre part, on a aussi dit que, alors là, je suis désolé, je vais attaquer un peu la municipalité, on a dit qu'on voulait faire un équilibre entre l'urbanisme et la ruralité en supprimant 15% de la forêt de Socat. Je ne pense pas que ça soit un équilibre. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour ces questions. Nous allons donc vous proposer des éléments de réponse parce qu'il y avait plusieurs questions en une, donc on va les prendre les unes après les autres. Je vais inviter les intervenants à s'exprimer peut-être donc sur la partie forestière, peut-être Mathieu, sur les enjeux forestiers. Monsieur disait 15% de la surface forestière de Socat. Les enjeux autour du reboisement et du défrichement sont au cœur de vos préoccupations? Alors, oui, l'aire d'étude donc, est de 2000 hectares d'exploitation forestière. Donc le projet, Oriseo se projette sur 1000 hectares. Donc je n'ai pas fait le ratio, je crois que la commune est à 9000 hectares. Voilà, merci. Et donc les 15%, je peux pas les vérifier. Après, ça se regarde à une échelle beaucoup plus grande que celle-ci. Hein. Si on regarde à l'échelle du massif, c'est 0,1% du massif. Oui. Mais avant nous, il y a eu des défrichements. L'exploitation sylvicole est arrivée et est assez pionnière dans le département des Landes et en Gironde. Depuis, il y a eu beaucoup d'activités qui s'y sont développées. Les énergies renouvelables arrivent sur le tard et force est de constater que oui, on va difficilement on est en compétition, en conflit avec certains usages de terre. Ici sur la forêt post-tempête. Demain, on cherche des synergies avec le monde agricole et Oriseo en est aussi l'expérience sur la brique agri-énergie. Il y a potentiellement des conflits d'usage. Le projet va être travaillé pour que la compensation bois, parce qu'on parle de la compensation forestière, les boisements compensateurs, c'est bien pour compenser la perte de production de bois. Et on s'est engagé donc sur le 1 pour 2. Hein. Ce que perdraient les scieries ici avec les 1000 hectares seront compensés à hauteur de 2000 hectares. Je fais le lien aussi avec vous parliez
l'un de vos premiers points, non. Oui, sur la compétition entre la photosynthèse sur les bois, la production, enfin, les pins qui captent du CO2, puis de carbone, c'est vrai, c'est un fait, et donc les panneaux solaires qui utilisent ces mêmes photons. En fait, le bilan carbone, il est assez largement en faveur des panneaux solaires, mais il est en faveur des panneaux solaires. S'il vous plaît, je vous demande d'écouter la réponse. Pour autant, et ça a été présenté lors des ateliers dans le cadre du débat public, pour autant, ce n'est pas une excuse pour aller couper. On ne vient pas là pour couper des arbres. D'abord, ils seront compensés, replantés. On va certes délocaliser la production de bois à cet endroit parce que, comme ça a été dit précédemment, la proximité avec le point de raccordement et la capacité d'injection sur le poste électrique de Socats est quelque chose d'unique. C'est unique en Nouvelle-Aquitaine, peut-être même plus largement. Et donc, effectivement, on vient s'implanter à cet endroit pour les raisons qui ont été précisées tout à l'heure. Un sujet sur la production des panneaux, qui avait été aussi un sujet du débat sur lequel il y avait à rappeler l'esprit. Et puis ensuite, on a un sujet sur les retombées économiques avec le risque que monsieur pointait par rapport aux entreprises et à l'énergie verte. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une implantation d'entreprises à proximité du site? Pour les deux questions qui me restaient, j'en ai encore une dernière. Allez-y, peut-être Lionel. Oui, alors concernant les panneaux, effectivement, on n'en a pas encore discuté ce soir, hein, mais c'est un sujet qui avait été abordé pendant le débat. Donc, nous, on souhaiterait clairement que les panneaux soient fabriqués en France ou au mieux en Europe. Mais actuellement, le fait, c'est que les capacités de production, elles ne sont pas là. Il n'y a pas les capacités en face pour fournir le marché français, déjà existant, et encore moins le marché européen. Donc, force est de constater qu'effectivement, il y a eu une délocalisation jusqu'à maintenant en Asie du Sud-Est, en Chine principalement. Néanmoins, on observe des retours. On commence à entendre parler de nouveaux grands projets d'usines qui produiraient des panneaux en France et en Europe. On regarde ça de très près. Si les capacités sont là à temps, eh bien, on les consultera bien sûr, avec des conditions économiques qui seront ce qu'elles seront. Hein, on n'en sait rien encore. Ce ne sont que des projets. Mais dans tous les cas, par rapport au travail avec les Ouïghours, hein, c'est ça qui était en question. Hein, ça, dans tous les cas, on sera très vigilant parce qu'il est hors de question que nos entreprises soient mêlées à ça. Et nous avions une toute dernière question, alors qui était plus une crainte qu'une question, et qui nous disait, nous avons une surface d'études de 2000 hectares et un projet de 1000, et pourquoi pas 2000 finalement dans quelques années. Donc il y avait une question un peu globale sur l'ambition à terme. Sur ce sujet, de toute façon, nous on parle de notre projet. Effectivement, l'ambition c'est d'aller sur 1000 hectares. Ce sont les 1000 hectares où il y a le moins d'enjeux. Donc, si quelqu'un veut aller sur les autres 1000 hectares, moi, je lui souhaite bon courage pour avoir des autorisations, parce que ce ne sont pas des hectares où il faut développer un projet. Et le deuxième point, c'est qu'on se raccroche effectivement sur un réseau électrique qui a une certaine capacité aujourd'hui et qu'il ne permettrait pas d'avoir un projet sur les 2000 hectares. Après, moi, je ne suis pas aménageur sur les autres 1000 hectares. Hein. Elles appartiennent à un propriétaire forestier. Il peut en faire ce qu'il veut, plus ou moins, mais il n'y a aucun projet de ce type et ce n'est pas nous qui allons étendre ce projet parce que là où il est, ça n'aurait aucun sens. Les réponses sont apportées. On va pouvoir prendre une autre question. Il y a un bras qui se lève là-bas, monsieur. Mon collègue arrive. Bonjour, monsieur. Oui, bonsoir. Je suis Benoît Olagnier, vice-président de la communauté de communes de Montesquieu, en charge de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. J'ai 3 questions que je vais essayer de condenser dans un temps très court. La première, elle est liée au projet Amarenco. Amarenco, le paysage a changé depuis la fin du débat public. Il y a le projet de stockage d'énergie du partenaire de RTE Amarenco qui a avancé en termes d'autorisation d'urbanisme. Bruno Clément pourra confirmer.
lequel projet prévoit une puissance de stockage de près de 100 MW à comparer avec les 34 MW d'unités de stockage sur le site Oriseo. Je voudrais que vous m'expliquiez comment fonctionnellement ce projet de stockage à Marenco se distingue de votre projet de stockage, sachant que quand on doublonne des unités de stockage, technologie ion-lithium, comme l'a déjà été vu lors du débat public dans cette salle, on multiplie les risques, notamment liés aux incendies et à des incendies qu'on ne sait pas éteindre. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, elle est liée à un propos du président de région, Alain Rosset, qui, à propos des incendies et des surfaces qui ont été brûlées à Landiras notamment, a évoqué ces surfaces-là comme étant un potentiel non pas de reboisement, mais pour déporter le projet photovoltaïque d'Oriseo. Ça se passait à Couture-sur-Garonne lors d'un débat organisé par le journal Le Monde. Donc je ne parle pas de reboisement, surface de reboisement, de compensation, mais de déporter le projet. Et ma troisième question, elle est liée à l'étude d'impact, notamment effet îlot de chaleur. Je suis surpris, soit dit en passant, que Bruno Hernandez ait dit au journal Sud-Ouest qu'il découvrait le sujet, l'effet îlot de chaleur sur les parcs solaires, quand on a prétention de faire un parc 4 fois de la dimension du plus gros parc solaire qui est celui de Cestas. Le minimum, c'est d'être informé sur les risques, notamment de ceux-là. Celui-là, il est dans la presse scientifique. Je voulais savoir où en est le financement du projet Impact. C'était fait sur l'impact climat par la région. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons pouvoir répondre aux 3 questions. Première question en lien avec le projet Amarenco. On pourra éventuellement interpeller RTE si besoin. Excusez-moi, mais je vais commencer par la fin. D'accord. Juste, puisqu'on me reproche de ne pas être assez au courant des impacts. L'îlot de chaleur, monsieur Olanier, c'est quelque chose que vous, mais pas que vous, avez évoqué pendant le débat public. Et il n'y a, c'est pas Bruno Hernandez, il n'y a aucun parc photovoltaïque aujourd'hui qui, dans son étude d'impact, qu'il soit grand ou petit, porte ce sujet-là. Et je pense que l'attitude qu'on a eue de le prendre avec humilité et de dire, écoutez, effectivement, non, on n'en a pas parlé jusque-là, mais puisqu'il y a une crainte, allons-y, faisons des mesures et objectivons le sujet. Je pense que c'était la bonne attitude à avoir et c'est celle qu'on a apportée. Alors aujourd'hui, on n'est pas allé au bout puisqu'on n'a pas les résultats, on a juste la satisfaction de savoir que l'INRAE a pu faire ses mesures et qu'il va pouvoir travailler sur ces données. Concernant le financement de l'étude d'impact, alors moi, je n'ai pas les infos, mais je ne sais pas si Mathieu, toi, tu en as. Alors aujourd'hui, l'INRAE a présenté à la région Nouvelle-Aquitaine un sujet de recherche et développement qu'ils vont effectivement appeler Impact et qui est avec plusieurs organismes institutionnels. Et qui n'a pas été retenu en première intention, mais qui doit être représenté, pour aller rechercher les subventions sur les études, qui doit être représenté l'année prochaine par l'INRAE auprès de la région. Pour autant, la maîtrise d'ouvrage, Engie, Neoen et Banque des Territoires ont déjà lancé sur leur site des mesures in situ, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et donc financées sur les données de la maîtrise d'ouvrage, Oriseo. Merci pour ces précisions. Je vais peut-être compléter un petit peu pour cette étude d'impact. Cette étude d'impact, elle ne se réfère pas seulement à l'étude îlot de chaleur d'un parc photovoltaïque, elle est plus large que ça. Et c'est pour ça que concernant les financements des porteurs de projets, ils ont déjà été engagés et c'est pour ça que les études sont déjà en cours. Il y a un mode de mesure qui est en place déjà depuis le mois de juin et donc qui a pu relever des données pendant tout l'été qui a été pour le coup particulièrement chaud. Donc ces données-là, elles sont en cours de traitement et on va pouvoir prochainement vous donner justement les résultats, l'INRAE pourra vous donner des premiers résultats sur ce qui s'est passé cet été en comparant la forêt et un parc photovoltaïque puisque les protocoles
qui ont été réalisés sont identiques. Donc voilà pour la question sur l'îlot de chaleur. On va revenir peut-être sur la première question en lien avec le projet Amarenco, mais la question de fin, me semble-t-il, était sur les risques cumulés liés à l'existence de plusieurs projets. Donc à la fois sur les risques, peut-être plutôt vous, mais néanmoins, on a dans la salle des représentants de RTE qui, sur ce projet, sont plus proches de l'information, donc qui pourront éventuellement s'exprimer en réponse à votre intervention, Monsieur Olagnier. Oui, c'est ça. Concernant les risques, si cette question-là, eh bien, on pourra échanger durant toute la phase de concertation par rapport au matériel qui sera utilisé, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de fabricant qui a été choisi, et donc vous dire est-ce que c'est la technologie lithium-phosphate, est-ce que c'est la technologie nickel-manganèse, etc., vu qu'il y a différentes technologies avec différentes réponses en cas de problème. Là, c'est quelque chose sur lequel on pourrait échanger pendant toute la phase de concertation. Maintenant, pourquoi Amarenco a fait un projet sur SOCATS et que Orizeo a un projet de batterie? Eh bien, nous, on l'avait intégré justement dans cette ambition d'avoir des synergies entre les différentes activités. Et étant donné qu'il y a un raccordement pour le parc photovoltaïque avec une énergie, on sait, qui est fluctuante, eh bien, il nous paraissait opportun de mettre en place également des batteries de stockage. Le projet Amarenco, on n'en avait pas connaissance, nous, lors de l'élaboration du projet Orizeo. Il s'est fait via une autre procédure et que l'un soit présent par rapport au réseau, ça n'empêche pas qu'un deuxième projet de batterie puisse s'installer. Concernant justement la technique et les différentes procédures, j'inviterai plutôt RTE, dans ce cas-là, s'il le souhaite, apporter des précisions, soit maintenant, si c'est possible. Ah oui, David, je vois que tu as un micro. David Servan est avec nous pour RTE. Donc, comme on a pu l'expliquer à M. Olagnier récemment, donc Amarenco, pour donner les détails sur le service rendu par ce site, alors vous avez utilisé le terme de partenaire, je n'utiliserai pas ce terme-là. En tout cas, RTE cherche à trouver des solutions pour répondre aux besoins de consommation d'électricité du territoire français. Vous êtes tous au courant en ce moment, les médias le relaient beaucoup, qu'on va faire face éventuellement à des difficultés, notamment sur les pointes de consommation le matin et à 19h. Pour passer ces pointes-là, on nous demande de trouver les solutions les plus flexibles possibles. La solution la moins flexible, ce serait de dire si on veut produire 100 MW, on installe une centrale à gaz, par exemple, pour pouvoir produire 100 MW. Une solution qui coûte moins cher à la collectivité, il se trouve, suite à l'appel d'offres que nous avons lancé, c'est d'installer des batteries. Donc ces batteries installées par Amarenco sur votre commune ont pour but justement à aider le système électrique français à passer ces pointes de consommation. Donc c'est un besoin très spécifique qui est un contexte actuel et donc ça n'a pas nécessairement de lien avec ce que vient de dire Lionel Debril sur leur batterie sur Orizeo. Merci David pour ces précisions. Nous avions donc une troisième question dans l'intervention de M. Olagnier qui concernait une citation, une intervention du président de région sur l'opportunité que pouvait représenter la suite des incendies pour un déplacement du projet Orizeo. Messieurs, Bruno et Mathieu, je vous laisse répondre. Moi, j'ai que deux choses à dire là-dessus et je laisserai après Mathieu compléter avec peut-être un peu plus de détails. La première, c'est que 30 000 hectares, alors sur Landiras, c'est pas 30 000, c'est plutôt 20 000. Enfin, vous me pardonnerez la précision du chiffre, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est l'ordre de grandeur. 20 000 hectares de pins qui ont brûlé, c'est certainement pas à nous de savoir ce qu'il faut faire sur ces 20 000 hectares, s'il faut replanter, s'il faut faire autre chose. En tout cas, oui, mener une réflexion comme celle qui va être menée de manière très large et s'interroger sur l'intérêt de mettre un parc photovoltaïque à cet endroit-là, pourquoi pas, enfin voilà. Nous ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais ensuite, pour ce qui serait de déporter Orizeo, avec tout le respect que je dois à M. Rousset, ça n'a pas de sens. Je dirais même que ça ne veut rien dire parce qu'on ne peut pas déporter un projet. Le projet, il est intimement lié à la zone où il est. Aller regarder sur une autre zone, c'est faire un autre projet. Donc faire un projet sur une zone incendiée, si un jour c'est souhaité, possible, voulu, pourquoi pas, ça ne sera pas Orizeo. Ce sera un autre
un autre projet qui arrivera, nous on estime, 3 ou 4 ans plus tard. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de freiner. Des compléments peut-être, Mathieu? Oui, enfin, effectivement, comme Bruno l'indiquait, ça serait complètement... on s'est posé la question, on s'est interrogé, hein, ces incendies, ces gigafeux nous ont tous interrogés. J'étais à la réunion publique aussi sur l'Andiras qui avait été organisée par Sud-Ouest. Au débat que vous aviez organisé, voilà, c'était encore dans la tête de tous les participants. On s'est interrogé, mais comme Bruno l'indiquait, les conditions pour développer un nouveau projet sur les zones incendiées, déjà il faudrait trouver des propriétaires qui seraient intéressés pour signer une promesse de bail et pour développer un projet solaire. Ça prend beaucoup de temps. Réaliser tous les inventaires faune et flore pour vérifier la viabilité environnementale d'un projet. Étudier tout le schéma de raccordement. Enfin, c'est plusieurs années qu'il faudrait paralléliser en parallèle d'Oriseo, qui a aujourd'hui une viabilité, en tous les cas technique, économique et on l'attend environnementale, pour s'asseoir sur l'emprise qui a été vue tout à l'heure. Donc on s'est tous interrogés, mais aujourd'hui ça serait un autre projet. Et je crois d'ailleurs que le maire de l'Andiras s'offusquait de recevoir des appels de certains développeurs de projets photovoltaïques. Et il a été pris la décision par les services de l'État et par le syndicat des énergies renouvelables de ne pas porter d'ambition sur les zones incendiées de l'Andiras. Merci pour ces compléments. On va donc pouvoir proposer à un autre ou une autre participante de poser une question s'il vous en reste, sachant que sur ces questions-là, si vous voulez poursuivre, évidemment, les stands sont là tout à l'heure pour approfondir. Nous avons été au bout des questions, en tout cas pour celles que... Non, madame, vous souhaitez intervenir, on va vous apporter un micro. Bonsoir, donc Marlène Coulon, Horizon Forêt. Je ne suis pas particulièrement ravie de vous revoir, je suis désolée, même si je salue votre courage de venir à Socat. Je n'ai pas véritablement de questions, mais plutôt 2 points. Vous avez dit que vous avez entendu les débats publics et que vous avez amendé un peu votre projet. Alors, moi, je suis très déçue, en fait, de ce que vous avez retenu du débat public, puisque vous en avez sorti que le data center. Tout le reste, vous l'avez occulté. Ce qui aurait été bien, c'est que vous réduisiez à minima l'impact sur la forêt, ce qui n'a pas du tout été entendu. Et le deuxième point que je voulais vous apporter, cet été, je me suis amusée à faire une étude de différence de température entre Mérignac et Peillon. Il se trouve qu'on a 4 degrés d'écart en pleine chaleur. C'est pas rien. J'aimerais bien savoir comment le projet Oriseo et la centrale photovoltaïque va compenser cette perte de 4 degrés qui est due à la forêt. Merci. Merci, madame. Alors, concernant l'îlot de chaleur, effectivement, c'est l'îlot de chaleur urbain dont on parle ici. On n'a pas, c'est pas parce qu'on a un phénomène d'îlot de chaleur urbain où on a un réchauffement effectivement en ville qu'on a le même phénomène dans un parc photovoltaïque. Là-dessus, je vous invite vraiment, on est désolé de devoir patienter encore un petit peu pour avoir les résultats de ces études, mais j'espère qu'au mois de janvier ou maximum février, on ait les résultats à vous présenter. Si possible, avant, avec un peu de chance en fin d'année, on le fera en fin d'année, sinon ce sera en début d'année prochaine. Mais on préfère pour le moment ne pas avancer de résultats, mais les études sont assez bien avancées. Donc, non, mais je peux ajouter quelque chose. On va vous redonner le micro, madame, pour qu'on puisse bien vous entendre, parce que la salle est très grande. Ce que j'ai voulu vous apporter comme précision, c'est que la forêt a un rôle essentiel dans le cadre du réchauffement climatique, et en particulier de rafraîchir nos terres. Et quand on vit à la campagne, on le sait.
quand on vit au milieu de la forêt, on le sait, alors certes, dans les zones urbaines, il y a des effets îlots de chaleur, bien évidemment, mais si on pouvait éviter de les dupliquer en zone rurale, ce serait pas mal, parce qu'on va détruire de la forêt. C'est ça que je voulais vous dire. Oui, madame, je voudrais rajouter 2 points. Messieurs, dames, s'il vous plaît. La première, c'est qu'aujourd'hui, sur ces 2000 hectares de forêt dont on parle, il y en a quand même 1200 qui sont coupés. Donc on n'est pas sur une étendue de 2000 hectares d'arbres. Oui, oui, je sais bien, mais c'est pas une forêt uniforme. Et le deuxième point que je voudrais adresser, alors je ne sais pas ici s'il y a quelqu'un qui habite à côté du parc de Cestas, mais le meilleur exemple de parc photovoltaïque qu'on a dans la région, c'est le parc de Cestas, qui fait 250 hectares, si je ne dis pas de bêtises. Je me tourne vers mon voisin parce qu'il est à lui. On n'a jamais eu de remarques, enfin ils n'ont jamais eu de remarques ni de constatation d'un phénomène de plus grande chaleur depuis que le parc est là. Il faut l'avoir en tête. Et là, je ne vous parle pas d'études, je ne vous parle pas de la forêt de Socat, je vous parle de riverains directs. Et il y a vraiment des gens qui habitent à côté de ce parc-là, qui en plus est sur une technologie différente. Si vous êtes vraiment sur une nappe de panneaux, si je puis dire, excuse-moi. Et ce parc n'a pas généré de nuisance chez ses voisins immédiats. Alors peut-être que vous avez une autre information, mais nous, en tout cas, on n'en a jamais entendu parler. Alors, messieurs, dames, le micro est là pour vous entendre, donc on va pouvoir prendre l'ensemble de vos remarques et continuer à discuter. Il n'y a aucun souci, juste patienter qu'on vous donne le micro pour que vous puissiez chacun être entendu. Monsieur lève la main derrière, à moins que vous ayez encore un élément à ajouter, madame. On va passer à monsieur. Visites de sites peuvent être aussi une occasion de se rendre compte. Monsieur, on vous écoute. Bonjour. Bonsoir, messieurs, dames. Philippe Gerbier, habitant du Barp, commune mitoyenne au projet. Je voulais juste en fait apporter une précision sur les études dont vous attendez les résultats de l'INRAE, je crois, par rapport aux fameux îlots de chaleur que vous avez l'air de plus ou moins découvrir, si je comprends bien. Je suis assez étonné que personne dans la salle n'ait cité le site internet de la NASA, FIRMS, donc, qui est très précis et qui permettait de suivre, notamment en temps réel, les incendies de cet été. Et il y avait toujours un point rouge allumé qui était identifié par les satellites de la NASA comme un incendie en cours, mais ça n'a jamais cramé. C'était le champ de panneaux solaires de Croix-d'Ins à Marcheprime. Donc il y a effectivement des îlots de chaleur. Ils sont enregistrés dans les bases de données de la NASA et tout un chacun peut le vérifier. Voilà, c'est juste une information que je souhaitais donner. Merci. Merci, monsieur. Alors, je vérifierai la NASA ce qu'elle indique comme données, s'il s'agit de données de température de l'air ou s'il s'agit de données de température de surface. C'est deux choses qui sont différentes parce qu'il y a la température de surface et il y a ensuite la transmission de la chaleur à l'air. Donc, qui est effectivement différente entre une forêt et un parc photovoltaïque. On l'avait déjà échangé l'année dernière avec l'INRAE, il était présent à une réunion. La forêt des Landes de Gascogne, en été, elle chauffe. Quand elle n'a plus les pieds dans l'eau, elle chauffe. C'est un fait, il pourra en rediscuter. Maintenant, ce qu'on souhaite avoir avec ces études, c'est cette comparaison réelle avec des données de mesure. C'est pour ça qu'il y a un appareil de mesure qui est présent à la fois en forêt, dans les Landes de Gascogne, donc en Gironde, et un autre appareil de mesure qui est présent sur un site en Gironde également photovoltaïque, pour mesurer les différences qu'il y a à la fois certes des températures de surface, mais surtout des flux de chaleur. Ce qui importe quand on caractérise un îlot de chaleur, c'est la transmission de la chaleur à l'air et comment il se propage. Donc c'est pour ça que cette étude, elle n'est pas encore aboutie au jour d'aujourd'hui, parce qu'elle est complexe, parce qu'il y a des mesures à faire in situ pour comparer les deux, et ensuite pouvoir avoir des modélisations. Si impact il y a, que ce soit en termes de rafraîchissement, que ce soit en termes de réchauffement, il faut le caractériser en termes de température, et également de voir son évolution à la fois à l'intérieur, mais également à l'extérieur du site. Après tout, que la température, si jamais au sein d'un parc,
elle soit plus haute ou plus basse de 2 degrés par rapport à l'extérieur. Ce qui va être surtout important, c'est de savoir, en dehors de ce site, comment cette chaleur ou ce refroidissement serait partagé et, avec les alentours, avec les environs. Alors, monsieur, on va prendre un micro pour vous entendre parce que c'est très difficile à percevoir d'ici. Ne bougez pas, ma collègue arrive. Si j'ai bien compris, en fait, la chaleur, elle va rester juste au-dessus, elle ne va pas se déplacer. C'est comme à Tchernobyl. Alors non, ça ne va pas être comme Tchernobyl, parce que de toute façon, on va considérer les vents également. Donc c'est pour ça, ce n'est pas juste une mesure comme ça avec à la verticale. Les modélisations prennent en compte également les vents. Donc s'il y a un vent d'ouest, s'il y a un vent de nord, s'il y a un vent d'est, ils peuvent indiquer comment se propagerait cet effet qu'il y aurait ou non par le parc. Concernant ce sujet, il me semble que date est prise pour le début d'année avec le résultat des études de toute façon pour approfondir et vous serez évidemment invité, si vous le souhaitez, à poser vos questions ou à mettre vos remarques en avant à ce moment-là. Avons-nous une dernière question en salle avant de repartir sur les stands ? Alors, je vois bien les mains se lever. Monsieur qui est devant moi n'a pas encore eu la parole, à la différence de monsieur qui, magnanime, vous laisse la parole. Donc, ma collègue avec son micro court vers vous, au 4e étage, et je crois avoir vu une main par ici. Vous, monsieur, c'est noté. Vous serez notre dernier intervenant pour le temps d'échange. Après, je vous renvoie plutôt vers les stands pour aller voir l'équipe projet en direct. Monsieur, on vous écoute. Oui. Est-ce qu'il vous est possible juste de vous lever pour qu'on vous voit bien ? Et nos internautes surtout. Voilà, levez-vous, présentez-vous s'il vous plaît, et puis on vous écoute votre question. Je suis un particulier effectivement intéressé par le sujet, parce qu'effectivement j'ai participé à des ateliers dans la phase débat public précédente. Et effectivement, donc, il y avait une série d'ateliers où il a été envisagé donc, des scénarios alternatifs. Donc il y en avait un, donc c'est effectivement l'utilisation des surfaces imperméabilisées existantes, effectivement avec le constat d'une certaine lacune dans la connaissance des surfaces en cause, et puis effectivement des difficultés sans doute dans un processus de projet différent. Il y avait un autre scénario qui avait été donc présenté, donc, qui était donc de réduire les surfaces donc, de ce projet pour effectivement, donc, en particulier, donc, ne pas saturer le poste RTE, et avec effectivement aussi un projet d'utilisation de production et de stockage d'énergie qui est un peu différent. Est-ce que ces projets alternatifs donc, donnent lieu à des réflexions ou des études complémentaires, puisqu'effectivement le dossier d'enquête publique devra en présenter certainement. Alors, merci monsieur. Oui, si je peux répondre. Alors, le scénario que vous évoquez avait plusieurs volets, effectivement. Il y avait un volet surface inférieure. En fait, c'était surface un peu inférieure et production très, très inférieure, en effet, avec espacement des panneaux, etc. Bon, nous, je veux dire, on peut avoir plusieurs points de vue là-dessus. Le nôtre, et en tout cas le mien très clairement, et je crois que c'est Mathieu qui l'a exprimé avant, on ne coupe pas des arbres pour couper des arbres. Donc si on vient défricher de la forêt, ce n'est pas pour prendre de la place et en défricher 2 fois plus pour produire la même énergie. Donc on va essayer effectivement d'optimiser, de maximiser, si je puis dire, la production lorsqu'on vient s'inscrire dans un territoire forestier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, vous parliez de stockage. Alors, le stockage à grande échelle, on l'a abandonné. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Un parc solaire qui ait trouvé son équilibre avec un énorme stockage de chaleur, comme de mémoire, c'était prévu. Chaleur qu'ensuite, on remettrait éventuellement dans une turbine pour produire l'électricité la nuit. Enfin, conceptuellement, voilà, on peut en discuter, mais très concrètement, on essaye de faire un projet compétitif avec de l'électricité la moins chère possible. C'est pas ça qu'il faut faire. En revanche, dans ce scénario, il y avait l'évocation de la technologie tracker pour les panneaux. Hein. Donc, ce sont des panneaux qui sont mobiles, hein, qui ne sont pas fixes. Et là, effectivement, aujourd'hui, notre choix, il n'est pas fait. Hein. On n'a pas appris les trackers, en l'occurrence, grâce à ce scénario, on connaissait déjà, mais il est vrai qu'on peut se poser la question sur quelle est la meilleure technologie. Alors d'un point de vue technico-économique, essentiellement, vu de moi, d'un point de vue occupation de l'espace, là aussi inférieur, ou en tout cas optimisé. Hein. Voilà, on ne va pas juste défricher plus pour mettre moins de panneaux. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc voilà un peu ce qu'on a retiré de
de ce scénario. Donc il y a des choses qu'on prend en compte et d'autres, et je crois qu'on l'avait exprimé au moment de notre réponse du maître d'ouvrage, qu'on a au débat public, qu'on a abandonné car, vu de nous, pas viable aujourd'hui. Après, ce scénario, il a été écrit sérieusement par des gens qui font du développement de projet. Je tiens à préciser que non, on ne sature pas le post RTE. Moi, j'invite ces porteurs de projets, s'ils le souhaitent, à innover en la matière. Mais ça ne peut pas être sur ce projet-là. On va donc, comme promis, prendre la question de monsieur comme dernière question de ce temps d'échange avant de retourner vers nos stands d'information. Monsieur, on vous écoute. Bon, Jean Dupouille. Alors moi, je veux revenir sur le côté sécurité, si vous permettez. Bon, nous n'avons pas eu d'incendie de forêt, mais l'incendie d'une centrale photovoltaïque à Magès. Il s'est avéré que cette centrale qui est remontée en 2012, je suis d'accord avec vous que l'entretien à l'intérieur n'était pas réglementaire, ni à l'extérieur, parce qu'ils n'avaient pas fait suivre l'évolution des préconisations du SDIS, et la réserve d'eau était vide. Et en plus, les éléments onduleurs et panneaux photovoltaïques étaient défectueux, ils n'ont pas arrêté la centrale. Alors ma première question, moi je voudrais savoir si ça arrivait à Oriseo. Est-ce qu'il y a un système d'assurance déjà pour rassurer monsieur le maire, à voir s'il continuerait à percevoir ses revenus? Deuxièmement, je voudrais savoir s'il y a un système d'arrêt. Et bon, évidemment, vous allez... Ma dernière question, c'est que les pare-feux de 90 mètres qui protégeaient l'agglomération bordelaise ont été reboisés en compensateur pour la centrale photovoltaïque de Cestas. Et quand vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes à 3 km de Bordeaux, c'est très près. Un peu plus de 3. 30, ouais, 30. Oui, mais c'est près. 30. Il y a plus, vous avez fini, excusez-moi. Oui. Il y a plusieurs sujets dans votre question, enfin plusieurs sujets et pas simples. C'est vrai qu'il y a eu un parc enfin voilà, où il y a eu un feu qui a pris un incendie. C'est vrai que pour ça que j'ai insisté tout à l'heure doublement. Hein, si vous entretenez pas votre parc et qu'il y a tout ce qu'il faut pour que le feu se propage, le feu il va se propager. Sur Oriseo, évidemment, on va prendre des engagements de séparation. Et en fait, je dirais, il suffit de respecter les règles telles qu'elles existent. Évidemment, de le dire, c'est pas la même chose que de le faire. Donc moi, j'appelle vraiment, et vous allez me dire que je suis fou, mais non, je suis pas fou, j'appelle vraiment à ce qu'il y ait les contrôles qu'il doit y avoir. Parce que sur un parc comme ça, je suis d'accord avec vous, il faut que ce soit impeccable. Impeccable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez 30 mètres entre les panneaux et la forêt, il ne faut pas qu'il y ait de végétation dans ces 30 mètres, il ne faut pas que ça puisse se propager. Et enfin, techniquement, c'est faisable, et c'est ça que nous, on va porter dans notre dossier. Maintenant, évidemment, si ce n'est pas bien exploité, il peut y avoir des risques. Et si c'est bien exploité et bien entretenu, vous n'aurez pas de feu ni de l'extérieur vers l'intérieur, ni de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, ça ne répond pas à une autre partie de votre question, qui est oui, il peut y avoir un événement, alors il n'y en a pas tout le temps, hein, heureusement, mais il peut y avoir un événement à l'intérieur du parc qui déclenche un feu, un incendie. Ben là, c'est tout, je dirais, alors oui, il y a un sujet d'assurance, mais pas que. C'est toute, je dirais, la capacité technique de nos équipes. Et je vous invite à aller après, tout au fond là-bas, voir le monsieur qui s'ennuie un peu depuis tout à l'heure, pour vous expliquer comment on fait le design d'un parc, justement, pour éviter que si ça prend feu à un endroit, vous ayez l'ensemble des panneaux qui puissent être affectés. Ça va être par bloc, vous allez séparer par des allées, etc. etc. Donc, tout ça, c'est prévu. Maintenant, moi, ce parc dont vous parlez, personnellement, je ne le connais pas. On l'exploite ni les uns ni les autres ici. Voilà, c'est évident que s'il y a de la végétation, ça peut se propager, oui. Non, enfin, on le soulignait tout à l'heure dans les interventions, avec le projet. Enfin, déjà, il y a des conditions d'environnement du projet Oriseo avec beaucoup de sols, enfin d'agriculture en périphérie qui viennent dérisquer la propagation de l'extérieur vers l'intérieur.
Et ensuite, il sera prévu de mettre les moyens d'intervention, enfin d'abord de détection, parce que on attendra les retours d'expérience du SDIS qui ont déjà été partagés dans des réunions avec les services de l'État sur les incendies de Landiras, mais le délai d'intervention, de détection et d'intervention, les moyens d'intervention vont être quelque chose qui vont être recherchés sur le projet Oriseo, sur les 1000 hectares, avec des moyens d'intervention in situ, de détection avec des caméras périmétriques et une astreinte sur site, ce que n'ont pas les parcs aujourd'hui existants en milieu forestier. Voilà pour ces éléments de réponse. Et puis, comme vous le disiez, il y a encore tout le loisir d'aller questionner ces messieurs, dames en fond de salle qui vous attendent. Alors, parce que nous n'avons pas pu respecter une certaine forme de parité, il y a une petite main qui s'est levée. Madame, au fond, je profite de votre main pour rajouter une voix féminine et nous en arrêterons là. On vous écoute. Bonsoir. Je voulais juste vous informer que RTE, le réseau de transport d'électricité, organise mardi prochain, 29 novembre, à 18h30, en salle des fêtes de Socats, une réunion dédiée aux études du raccordement électrique du projet Oriseo, qui est prévu en souterrain jusqu'au poste électrique de Socats. Donc tous les intéressés sont les bienvenus à ce rendez-vous. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir vers moi en fin de réunion. Merci. Parfait. Nous en arrêtons là pour le temps d'échange. Merci à tous. Un petit mot de synthèse peut-être pour vous indiquer que ce soir, vous avez donc à la fois les stands, vous avez en fond de salle une boîte où vous pouvez déposer des questions. Les réponses vous seront apportées sur les adresses mail laissées. Et à l'extérieur de la salle, vous avez alors un temps convivial qui vous attend bien évidemment et un mur sur lequel vous pouvez déposer des contributions. Merci infiniment. Le mot de la fin peut-être, je vous le laisse Bruno pour la forme. Allez, désolé. J'ai l'impression que tout le monde a envie de se lever. Moi, je voudrais juste vous dire que j'ai reconnu ce soir votre exigence, la même que vous avez pu avoir pendant le débat public. Messieurs, dames, s'il vous plaît, on peut amener juste la réunion à son terme et ensuite on vous libère. J'en ai pour 2 secondes. Votre exigence qui nous oblige. On sait bien quels sont les points d'attention du projet. On en a parlé, vous les avez évoqués aussi. Nous allons nous atteler à les traiter de la meilleure manière et surtout à les traiter dans la plus grande transparence avec vous. Et s'il vous plaît, prenez le temps si vous avez encore des questions, si vous souhaitez avoir plus d'informations. On est tous là, nous, les personnes sur les stands, et on tient à pouvoir, à ce que vous partiez d'ici en ayant eu au moins les réponses bonnes ou moins bonnes aux questions que vous avez. Merci pour votre attention. Merci à toutes et à tous. Toute l'information est disponible sur le site internet du projet.